Moi, je suis un être humain. Qu'est-ce que je fais? Je suis dessinateur de bande dessinée. Donc pour pas mal d'heures dans une journée. Là, je dois passer à peu près une dizaine d'heures à faire de la bande dessinée ou du dessin, on va dire. Et la troisième question, c'est où je vais. Alors, où est-ce que je vais? La plupart du temps, je vais à ma table de dessin et après j'en reviens. C'est un gars qui vit dans un univers où tout est possible. Un univers confusionnel, on va dire confusionnel, où tout peut se mélanger, c'est-à-dire toutes les époques se mélangent. En fait, c'est un des plus beaux fleurons de l'humanité, une sorte d'apothéose. S'il y a un point culminant dans l'évolution de l'humanité, c'est lui qui le représente. Donc il vit vraiment au sommet de tout ce qu'on peut estimer être le meilleur de l'humanité. Il est assureur. Vous êtes assuré? Vous êtes assuré, parce que c'est une obligation aujourd'hui d'être assuré. Donc qui est mieux que l'assureur pour être à l'optimum de l'humanité d'aujourd'hui, s'assurer contre tous les périls? Est-ce qu'il n'y a rien de meilleur? Vous êtes assuré et vous assurez contre tous les périls. C'est sa vocation, c'est une sorte de sacerdoce, c'est une sorte on pourrait dire, d'ecclésiastique de l'assurance. Celui qui veut vous convertir à l'assurance. Donc d'abord vous convertir au péril que vous encourez. Tous les jours vous encourez des tas de périls. Vous êtes soumis à des risques naturels, surnaturels, infranaturels, supranaturels. Vous êtes soumis à des raz-de-marée dans vos toilettes, si vous tirez la chasse d'eau trop fort. Tout ça, lui, il l'assure. Non, il y en a qui pensent bien, il y en a plein qui pensent pas bien. Je ne peux pas mettre tous les êtres humains dans le même sac. Pour moi, l'être humain, c'est une mosaïque tellement disparate. Et donc, je suis pour une sorte de démocratie sur un certain point de vue. C'est-à-dire qu'on a tous droit, on est tous égaux sur se vêtir, manger et pouvoir s'abriter. On est tous égaux là-dessus. Par contre, sur les opinions qu'on peut avoir sur le monde, là on n'est pas tous égaux. Il y a des barbares, il y a des cruels, il y a des gentils, il y a toutes sortes d'individus. Et là on n'est pas tous égaux. Et on est bien sûr dépendant de la morale de chacun. C'est-à-dire que moi je ne suis peut-être pas égal de vous selon vos critères de morale à vous. Voilà. Et donc voilà. Je pense que cette mosaïque, elle demande à être apprivoisée un petit peu mieux que simplement le fait de la considérer comme étant une totalité. On ne peut pas envisager la totalité de l'espèce humaine avec un seul vocable, avec une seule appréciation. Non, c'est tellement vaste. Plutôt un cousin des Monty Python, je préfère. Oui, c'est un gars qui est plutôt doté d'une fantaisie qui peut s'approcher de l'humour absurde des Monty Python. Il a vécu sa vie pépère, mais pas seulement. En fait, pendant ce temps-là, il était en gestation, un peu comme quelqu'un qu'on met sous pression. Il était dans une espèce de cocotte minute d'absurdité, et il fallait que la pression soit suffisante pour qu'il puisse ressortir. Et donc là, il était temps qu'on le sorte de la cocotte minute. C'était d'expliquer qu'est-ce que c'était que ce personnage, comment il fonctionnait, c'était quoi sa vie, dans quel environnement, mais en le regardant exactement comme on peut regarder une espèce d'animal. Et donc comment est son système de séduction, comment il s'est reproduit, comment ça se passe avec sa femelle, comment il l'a conquise, mais en même temps aussi est-ce qu'il fait partie des classes dominantes, ou est-ce qu'il a un talent d'assureur extrêmement... quelle est sa capacité au mimétisme? Enfin, tous ces trucs-là, il fallait les expliquer de façon à ce que ça soit un petit peu plus compréhensible pour le lecteur qui découvre. Le gros problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de mâles dominants. Il y a de plus en plus de pleurnichards, il y a de plus en plus d'hommes à la virilité un peu fébrile
qui se lèvent le matin et qui sont embêtés par leur femme, qui peuvent pas déjeuner en paix, des choses comme ça. Il y a plein de mecs qui se plaignent, des géniards. En fait, il y a plein de géniards aujourd'hui, mais des mâles dominants, des mecs qui acceptent qui acceptent la réalité telle qu'elle se présente à eux, qui font face à leurs femmes, qui les embêtent dès le petit déjeuner le matin. Hein. Le mec avec un caractère trempé, voilà, c'est ça. Lui, c'est un gars comme ça. Je veux dire que je ne ressemble pas à un grand fauve. Pourtant, il y a une sorte de tigre bondissant en moi. Mais vous ne pouvez pas le voir parce que je l'ai intériorisé tellement fort, mais il existe. Il y en aurait plusieurs qui se mélangeraient, ce serait une espèce d'hybride. Il y aurait un grand tigre du Bengale, sans problème, mais il y aurait aussi un fennec surnois. Et par contre, je ne me reconnais pas dans le crapaud qui croisse. Et en même temps, dans l'albatros, qui a des ailes tellement grandes qu'il ne peut pas marcher sur la terre et qui est obligé de... Donc ça fait un animal un peu étrange. Hein. Faudrait que je le dessine pour que vous puissiez le voir. Je ne me sens pas limité. J'ai envie d'aller dans toutes les directions. Et je veux éprouver mon dessin dans toutes les directions possibles. Je l'éprouve dans l'humour, je l'éprouve dans le réalisme, je l'éprouve dans le thriller contemporain. J'ai essayé même encore d'autres directions. Là, je n'ai pas encore réellement mis au point, mais je vais essayer ça aussi. Ils ne vont pas combattre, ils vont s'associer. Alors, le kendo, c'est un art martial japonais. C'est un art qui dérive de l'art du sabre, des sabreurs. Et donc, en devenant une voie de réalisation, c'est devenu du kendo. Avant, c'était du kenjutsu. Jutsu, ça veut dire technique. Donc, il y avait des écoles qui apprenaient des techniques de sabre. Le kendo a été codifié de façon à ce que ça puisse devenir une voie de réalisation. Alors, c'est quoi une voie de réalisation? Une voie de réalisation, pour moi, c'est une voie d'éveil. C'est-à-dire que c'est un moyen qui permet de s'éveiller à des dimensions de l'être humain qu'on ne peut peut-être pas aborder avec une vie de tous les jours. Donc il y a des gens qui ont codifié ces choses. Je pourrais dire aussi que le dessin, de la même manière, est une voie d'éveil. Ce que je crois qu'il manque beaucoup aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une discipline. Mais il ne faut pas prendre une discipline comme étant un moyen de se flageller. Une discipline, c'est une épine dorsale, c'est-à-dire un moyen par lequel on peut se référencer à une pratique quotidienne, pratique qui permet elle-même une certaine progression, une progression dans la prise de conscience. Le kendo est un moyen, le dessin est un autre moyen. Et donc l'un et l'autre se renvoient et je dirais, je bénéficie chez l'un de l'apport de l'autre et inversement. La première chose, c'est un soulagement. Parce que d'avoir ce prix, surtout quand on vous dit que vous allez peut-être l'avoir l'année prochaine ou peut-être que machin, au moment de l'avoir, c'est ne plus être dans cette compétition, donc ça soulage. Ensuite, il y a l'appréciation de tous les gens qui vous l'ont donné. Les gens qui m'ont donné ce prix, c'est tous des dessinateurs que j'appréciais énormément. Et donc, j'ai eu énormément de plaisir à savoir qui me le donnait. À l'époque où je l'ai eu, c'était d'abord la profession qui sélectionnait 5 noms, et ensuite le grand jury qui sélectionnait dans ces 5 noms celui à qui ils allaient le donner. Donc c'était un double bénéfice, celui de l'appréciation de la profession, ensuite celui du grand jury, celui qui a été confectionné par les grands prix. Donc j'avais un double plaisir. Ensuite, ce qu'on peut se dire, c'est que la vie, elle n'est pas finie et que ma vie artistique, elle a continué après. Mais la considération qu'on pourrait avoir à ce moment-là, c'est de se dire, ça y est, maintenant, je peux pontifier. Et je ne me sens pas pontifiant. Rembrandt, Ronald Searle, Franquin, Moebius, Giger, Alex Raymond.
Milton Caniff, Alex Stott, Véronèse, le gars qui a fait les grottes de Lascaux, parce que c'était pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Peyo, Charles Schulz, Poivet, Uderzo, Topi, Bernet, Pataglia. Non, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas possibilité de saisir. Parce que je crois même que le principal objet, c'est de pénétrer à l'intérieur de nous-mêmes. Donc celui de qui je m'emploie à pénétrer l'intérieur, c'est moi-même. Mais je me sers de tout le monde pour pouvoir le faire.